Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le site de l'Athénéum de Philadelphie en Pennsylvanie. Cette conférence virtuelle va se faire en français à débit lent, in slow French, puisque la plupart d'entre vous sont anglophones. Alors, après Aliénor d'Aquitaine et Blanche de Castille, nous poursuivons notre série sur les reines de la France médiévale avec Isabeau de Bavière. Isabeau, l'une des figures historiques les plus contestées de l'histoire de France, comme nous allons le voir. Elle est née en 1370 et voit le jour à Munich, dans le duché de Bavière, au cœur du Saint-Empire romain germanique. Elle est la fille du duc Étienne. Étienne, qui a épousé Taddea Visconti, une richissime aristocrate milanaise. Alors, pour tout dire, l'enfance d'Isabeau de Bavière est méconnue. Il n'existe pas vraiment d'écrit sur ses jeunes années. Il faut en fait attendre 1383 pour que les chroniqueurs médiévaux fassent référence à elle. Elle a alors 13 ans. À cette époque, elle est orpheline de mère. En effet, Taddea Visconti est décédée 5 années auparavant. C'est son oncle paternel, le duc Frédéric, qui lance l'idée du mariage d'Isabeau avec le jeune roi de France, Charles VI. Ce dernier a 15 ans. L'union d'Isabeau et de Charles VI a la faveur du duc Philippe II de Bourgogne. C'est l'oncle du jeune souverain et il assure la régence du royaume français. Un royaume qui est, il faut bien le dire, dans une situation financière difficile. Et la richesse des parents d'Isabeau attise bien sûr les convoitises. Autre avantage non négligeable, une alliance avec le Saint-Empire romain germanique permettrait d'isoler l'Angleterre. Nous sommes, je vous le rappelle, dans une période de conflit permanent, celle de la guerre de 100 ans. Alors le père d'Isabeau, lui, est réticent quant au mariage de sa fille. Il ne souhaite pas la voir quitter la Bavière, mais il est pressé par son puissant frère Frédéric et finit par céder. Il accepte donc d'envoyer Isabeau en France afin qu'elle soit considérée comme future épouse de Charles VI. Cependant, il n'informe pas sa fille du vrai motif du voyage. En fait, Isabeau est convaincue que son père l'envoie en pèlerinage dans la ville d'Amiens, en Picardie, au nord de Paris. Alors pour cela, elle est accompagnée de son oncle Frédéric, qui lui, bien sûr, a un tout autre objectif. En chemin, on s'arrête dans le comté de Hainaut, en bordure du royaume de France. Isabeau y rencontre sa grand-tante, Marguerite, qui lui fait abandonner ses tenues bavaroises et l'habille à la mode française. Elle lui enseigne également l'étiquette de la cour parisienne. Et c'est finalement le 13 juillet 1385 qu'Isabeau arrive à Amiens. Elle va alors être présentée au jeune roi
français Charles VI. La première rencontre entre Charles et Isabeau se passe sous les meilleurs auspices. On peut presque parler d'un coup de foudre. Le jeune roi est athlétique et séduisant. Quant à Isabeau, elle a assimilé les leçons de sa grand-tante Marguerite et se comporte avec la plus grande grâce. Sa jeunesse et sa beauté vont conquérir Charles. Il écrira d'ailleurs, je cite, le bonheur et l'amour sont entrés dans mon cœur. Et bien qu'elle ne parle pas encore français, le roi se montre impatient de l'épouser. Ce sera chose faite 4 jours plus tard, le 17 juillet 1385, à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. La vie d'Isabeau de Bavière bascule soudainement. La voilà épouse du roi de France. Leurs 12 enfants vont naître de cette union. Beaucoup vont mourir très jeunes. Parmi ces 12 enfants, 5 fils qui seront successivement dauphins de France. On peut donc dire qu'Isabeau va assurer la lignée française. Il faut attendre 1389 pour qu'Isabeau soit couronnée reine de France. Alors c'est un laps de temps conséquent, 4 années en effet après son mariage. Mais il était fréquent au Moyen Âge que le couronnement d'une reine se fasse séparément de celui d'un roi. Et dans ce cas précis, Charles VI avait été couronné à l'âge de 11 ans, donc avant qu'il ne rencontre sa future épouse. Alors en ce qui concerne Isabeau, la période est propice à un couronnement. En effet, depuis le mois de juin 1389, une trêve dans les combats a été conclue avec l'Angleterre. Alors, le couronnement d'Isabeau est sans doute l'un des plus somptueux qu'ait connu une reine de France. 1300 chevaliers arrivent de Milan. Une procession s'étend du matin au soir et commence de la porte Saint-Denis à Paris jusqu'à son apogée à la cathédrale Notre-Dame. La noblesse française porte des costumes de soie cousus de fil d'or. On assiste, médusé, à l'apogée du couronnement. Un jeune homme, vêtu comme un ange, harnaché de cordes, descend des airs par un moyen de poulie. Il passe par l'ouverture d'une des teintures décorées de fleurs de lys, sous laquelle se trouve Isabeau, et il place la couronne sur la tête de la reine. La foule est en extase. Alors cette théâtralisation du couronnement marque les esprits. Isabeau de Bavière symbolise alors la reine terrestre, assimilée à Marie, la reine céleste. La grande écrivaine de l'époque, Christine de Pisan, théorise d'ailleurs le rôle d'une reine médiévale. Tout comme la Vierge, une reine se doit d'être l'avocate de l'humanité. Au même titre que Marie intercède auprès de Dieu, Isabeau, elle aussi, a le devoir d'intercéder auprès du roi pour le bien de son peuple. Voilà donc une fonction de médiatrice assignée à la reine.
À 19 ans, Isabeau ne se doute pas alors du poids que l'histoire va faire peser sur ses épaules. Car 3 années après le couronnement de la reine, un événement considérable va toucher le royaume de France. En août 1392, Charles VI, poussé par ses conseillers, entame une expédition punitive contre le duc Jean de Bretagne, un ami des Anglais. En effet, ce dernier héberge un seigneur qui a tenté d'assassiner le ministre des Armées du royaume de France. Mais alors qu'il est en route, Charles VI, fiévreux, est pris d'une crise de démence en lisière de la forêt du Mans. Il tue de son épée 2 des pages qui l'accompagnent et 2 autres de ses soldats, à coups de massue cette fois. Alors on explique d'abord ce coup de folie par une insolation. En effet, Charles VI aurait souffert de la chaleur sous sa cape épaisse de velours noir et son bonnet rouge écarlate. Toujours est-il que l'on doit maîtriser le roi. Il est hagard, il ne sait plus où il se trouve. Il ne reconnaît même pas son frère, le duc Louis d'Orléans, qui l'accompagne. On attache alors le souverain sur un chariot afin de le ramener dans la ville du Mans. Alors cet épisode, on s'en doute, va laisser des traces. Informé de la situation, Isabeau est très préoccupée par l'état mental de son époux. Et elle a raison, car désormais sa vie sera rythmée par les accès de folie de son mari. Ils vont s'étaler sur plus de 30 années. Un véritable calvaire pour Isabeau. Désespérée, elle a recours à des mages, à des physiciens venus de France, d'Italie et d'Allemagne, mais sans résultat, hélas. Il devient vite clair que Charles VI sera dorénavant incapable de gouverner le royaume. Et malgré certaines périodes d'accalmie, la santé mentale du roi se dégrade irrémédiablement. Charles va d'ailleurs subir 40 graves crises de démence au cours de son règne. Ces épisodes minent la vie d'Isabeau. Le roi peut, par exemple, refuser de se laver ou de se changer pendant des mois. Il tombe aussi dans de longues périodes de prostration, s'enferme sur lui-même, ne communique plus. Et parfois, désorienté, il ne reconnaît pas Isabeau. Alors lorsqu'il retrouve ses sens entre ses crises, il conserve la mémoire de ses souffrances. Il se souvient de toutes les horreurs qu'il a subies et a fait subir à la reine. Tout cela pèse énormément sur la conscience du roi. Il en résulte une sorte d'empathie du peuple qui voit son roi souffrir, à tel point que les sujets de Charles VI pensent qu'à travers sa maladie, il expie leurs propres péchés. Une image quasi christique des souffrances du roi se fait donc jour. Ainsi, malgré son handicap, le souverain
ne sera jamais contesté. On ne cherchera pas à le déposer. Et on le surnomme même Charles le Bien-Aimé. Mais c'est maintenant au niveau de la régence que vont se jouer les batailles de pouvoir. Dès 1393, c'est sur l'oncle du roi, le puissant duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, que va s'appuyer Isabeau. Alors, contrairement à des femmes fortes comme le furent les reines Aliénor d'Aquitaine et Blanche de Castille, Isabeau est une piètre politique. Il faut dire qu'elle n'a que 22 ans et que son éducation en Bavière ne l'a pas vraiment préparée à diriger un royaume étranger comme la France. De plus, ses origines, son fort accent allemand, vont la desservir. À la cour de France, elle sera toujours perçue comme une intruse. Alors, sous la régence d'Isabeau, le premier objectif du duc de Bourgogne est de maintenir la paix avec le roi Richard II d'Angleterre. Alors, Richard II, un roi anglais d'extraction française, né à Bordeaux, et dont le grand-père, Édouard III, qui réclamait le trône de France, avait commencé la guerre de 100 ans il y a plus d'un demi-siècle. Alors une fois la paix revenue avec les Anglais, temporairement, le duc de Bourgogne reprend en main le gouvernement du royaume de France. Il s'attaque aux conseillers de Charles VI qui l'avaient poussé à partir en campagne contre la Bretagne. Et il en profite pour placer ses propres hommes à la tête du Conseil royal, s'assurant de fait le contrôle du royaume. Isabeau, pour sa part, appuie le duc de Bourgogne et s'en remet à lui. Alors, afin de sceller la paix avec l'Angleterre, la fille d'Isabeau, la princesse Isabelle de Valois, épouse le roi Richard II, qui est veuf. La cérémonie se déroule en octobre 1396 à Calais. En fait, Isabelle n'a que 7 ans et Richard, lui, 28. Richard II rend alors hommage au roi de France Charles VI, ce qui rend Richard très impopulaire en Angleterre, à Londres. Mais en contrepartie, il obtient de la France la reconnaissance des possessions anglaises en Aquitaine. Alors, ce mariage sera cependant de courte durée. En effet, Richard II doit abdiquer au profit de son cousin Henri IV de la dynastie des Plantagenets. Emprisonné, Richard meurt de faim dans sa geôle 1 an plus tard. Il laisse ainsi Isabelle, veuve, à l'âge de 11 ans, et la voilà déchue de son titre de reine d'Angleterre. Elle est contrainte de rentrer en France en mai 1401. Alors les tensions entre cousins des royaumes anglais et français sont alors subitement exacerbées. En 1401, en effet, il nous arrive une année bien difficile, particulièrement pour Isabeau. Le roi, de plus en plus violent à son égard, refuse souvent sa présence à ses côtés. Ces crises de démence
plonge la reine dans une grande détresse psychologique. Épuisée et rejetée, elle prend la décision de s'installer seule à l'hôtel Barbette, une demeure princière située dans le quartier du Marais, à Paris. Quant au roi fou, il réside pour sa part à l'hôtel Saint-Paul, sur la rive droite de la Seine. Le déménagement d'Isabeau marque un tournant. À 32 ans, encore jeune et belle, elle a envie d'oublier et surtout de vivre. Elle aime festoyer, préfère le poisson à la viande, raffole de fruits et de truffes. Elle aime l'art, la musique et la littérature. Elle lance aussi la mode des bals masqués. Toute la cour se plonge avec délice dans l'incognito nocturne et les intrigues galantes. Et alors que les crises de folie de Charles VI sont de plus en plus fréquentes, on murmure qu'Isabeau entame avec son beau-frère, le duc Louis d'Orléans, une relation amoureuse. Alors, si l'infidélité de la reine n'est pas prouvée, sa proximité avec le frère du roi se fait jour à un moment crucial de la régence. En effet, en 1404, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui avait la haute main sur la gouvernance du royaume, meurt. Son fils, Jean sans peur, lui succède. Jean sans peur, nouveau duc de Bourgogne, qui compte bien remplacer son père auprès de la régente. Mais il rentre vite en conflit avec son cousin, le duc Louis d'Orléans, car Louis est un réformateur. Il a l'esprit parisien et centralisateur, alors que Jean préfère un royaume de type féodal, où les seigneurs préservent une grande autonomie. La régence heureuse qu'avait jusqu'alors connue Isabeau est donc sur le point de s'achever, d'autant qu'au conseil du roi, tous les bourguignons mis en place par Philippe le Hardi sont peu à peu évincés par le duc Louis d'Orléans. Mais d'autres problèmes occupent l'esprit d'Isabeau. En effet, elle cherche à remarier sa fille Isabelle, veuve de Richard II d'Angleterre. C'est chose faite en 1406. À 16 ans, Isabelle épouse en secondes noces son cousin Charles Ier d'Orléans. Charles, 11 ans, fils du duc Louis d'Orléans, un intime d'Isabeau, comme nous l'avons vu. Mais cette union rend Henri IV d'Angleterre fou de rage. Il souhaitait en effet qu'Isabelle de Valois soit promise à son héritier, le futur Henri V d'Angleterre, qui a maintenant 20 ans. Mais pour le duc Louis d'Orléans, le mariage d'Isabelle à son fils Charles est une bonne affaire. Cela lui permet de renforcer sa position au sein du Conseil du roi de France. À l'inverse, l'influence du jeune duc de Bourgogne, Jean sans peur, est une fois encore amoindrie. Alors, sentant le danger, Jean sans peur va prendre une décision drastique, faire assassiner son opposant. Et c'est chose faite en novembre 1407. Louis d'Orléans
est pris dans un guet-apens alors qu'il quitte la demeure de la reine. Alors on pourrait penser que tuer le frère du roi est un risque majeur pris par le duc de Bourgogne. Mais en fait, il n'en est rien, car les sujets de Charles VI, écrasés par les impôts prélevés par Louis d'Orléans, se réjouissent de sa disparition. Quant au roi, mentalement diminué, il n'est pas vraiment en mesure de comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Alors, pragmatique, Isabeau de Bavière se range aux côtés de Jean sans peur, le nouvel homme fort du royaume. Mais Charles d'Orléans, qui a perdu son père, réclame vengeance. Il se détache d'autant plus facilement du clan d'Isabeau que sa femme, Isabelle de Valois, vient de mourir à l'âge de 19 ans. Il se remarie d'ailleurs très vite. En 1410, il épouse Bonne d'Armagnac, la fille du comte Bernard VII. Alors, une fois remarié, le duc Charles d'Orléans va s'adresser à son nouveau beau-père afin de solliciter son aide contre le camp des Bourguignons. Une guerre civile intra-française éclate alors. D'un côté, les Armagnacs, alliés de Charles d'Orléans, et de l'autre, les Bourguignons, alliés d'Isabeau. Tous se battent pour la régence. Alors toutes ces dissensions internes affaiblissent la France et excitent l'appétit des Anglais. Alors qu'on se déchire à Paris, le nouveau roi anglais, Henri V, prend l'initiative en 1415. Lors de la bataille d'Azincourt, il écrase avec ses terribles archers les chevaliers français. Capturé par les Anglais, Charles d'Orléans va désormais rester emprisonné 25 années durant, de 1415 à 1440. Pour sa part, Jean sans peur, duc de Bourgogne, a suivi une politique de neutralité. Il se réjouit. Charles d'Orléans a désormais quitté la scène politique française. Les Armagnacs ont aussi perdu de nombreux cadres administratifs et militaires lors du désastre d'Azincourt. Et plus que jamais, les prétentions anglaises sur la couronne française vont se faire pressantes. Mais le camp des Armagnacs, bien que très affaibli par la défaite d'Azincourt, n'est pas tout à fait mort. Il se rallie à un autre Charles, comte de Ponthieu, le fils d'Isabeau et du roi de France. À l'âge de 14 ans, Charles est le dauphin du royaume. Encore jeune et sous l'influence du comte Bernard d'Armagnac, il devient l'ennemi de sa propre mère, Isabeau de Bavière. Elle perd alors la régence. Pire encore, elle se retrouve en résidence surveillée dans l'abbaye de Marmoutier en Touraine. On lui confisque tous ses biens personnels. On la sépare de ses dames de compagnie. On la prive de la présence de ses filles, ce qui lui cause
un énorme tourment. Elle plaide et fait appel au sentiment filial du dauphin Charles, mais en vain. De cette expérience traumatisante va naître chez Isabeau un ressentiment puissant. Jamais elle ne pardonnera à son fils l'humiliation de son exil. Alors, quelques mois plus tard, en août 1417, les Anglais envahissent la Normandie. Henri V d'Angleterre est à la tête de 40 000 hommes. Il remplace de nombreux seigneurs locaux. Mais les religieux normands, eux, ainsi que l'élite des centres urbains, s'accommodent bien de la présence anglaise. C'est un affront pour le dauphin Charles. Pour sa part, le duc de Bourgogne, Jean sans peur, profite des troubles qui secouent le royaume de France afin de faire libérer Isabeau. Elle sort donc de sa réclusion en décembre 1417. Jean sans peur installe la reine dans la ville de Troyes, une zone d'influence bourguignonne à 140 km à l'est de Paris. Avec l'appui du duc de Bourgogne, Isabeau revendique de nouveau la régence du royaume de France. À partir de ce moment, et jusqu'à la fin de son règne, la reine restera une alliée fidèle de Jean sans peur, son libérateur, et elle s'opposera avec force à son fils, le dauphin Charles. En janvier 1418, Isabeau délègue son autorité au duc de Bourgogne. Jean sans peur marche alors avec ses troupes sur Paris et il chasse le dauphin Charles et les Armagnacs de la capitale. Isabeau s'installe alors de nouveau à Paris. La puissance du duc de Bourgogne s'affirme désormais au grand jour. Pour sa part, le dauphin Charles et ses alliés sont contraints de se réfugier dans la ville de Bourges. Le prétendant au trône installe une sorte de gouvernement en exil. Le 24 juin 1418, Charles se proclame, ou s'auto-proclame, devrais-je dire, régent du royaume de France. Régent, certes, mais de nom seulement, car c'est Isabeau, appuyé par Jean sans peur, qui gouverne. Alors pour sa part, le roi d'Angleterre, Henri V, se verrait bien monter sur le trône de France à la mort de Charles VI. À cette fin, une conférence est organisée le 30 mai 1419. Isabeau de Bavière et son allié, Jean sans peur, rencontrent le roi d'Angleterre Henri V à Meulan, au nord de Paris. Henri est un homme pratique. Certes, la France est exsangue et il pourrait peut-être s'en emparer par les armes. Mais il préfère la négociation qui coûte moins cher en argent et en vies humaines. Afin de sceller une alliance avec Henri V, Isabeau lui présente sa fille cadette, la très jolie Catherine de Valois, 19 ans. Il est très vite charmé par la jeune princesse française et petit à petit, l'idée d'un mariage fait son chemin. Alors il est clair que le dauphin Charles voit d'un très mauvais œil
une union possible entre sa sœur, Catherine de Valois, et son cousin, Henri V d'Angleterre. Charles ne décolère pas et en septembre 1419, on convient d'une rencontre entre Armagnac et Bourguignon. Chacun se méfiant de l'autre, les deux parties se réunissent en plein air sur le pont de Montereau, un endroit neutre donc. Mais cette rencontre tourne mal. Tanguy du Chastel, un proche conseiller du dauphin Charles, frappe Jean sans peur à la face d'un coup de hache. Un autre homme l'achève, le transperçant de sa lance. Cette attaque brutale, en totale contradiction avec les règles de la chevalerie, marque une rupture irréparable. Le royaume français rentre alors dans l'une des crises les plus profondes de l'histoire du Moyen Âge. Alors la reine Isabeau, on s'en doute, vient de perdre un soutien précieux. Le fils de Jean sans peur, Philippe III de Bourgogne, dit Philippe le Bon, est fou de douleur. Il prend alors la décision de faire alliance formelle avec les Anglais. Son objectif, empêcher à tout prix le dauphin Charles de monter un jour sur le trône de France. Un an après l'assassinat de Jean sans peur, un traité d'une portée considérable entre la France et l'Angleterre voit le jour. Il s'agit du traité de Troyes. Il est signé en mai 1420 par Isabeau de Bavière, le duc Philippe de Bourgogne et le roi d'Angleterre. Ce traité appelle à une paix perpétuelle entre les deux royaumes cousins et il détermine qu'à la mort de Charles VI, c'est Henri V d'Angleterre qui montera sur le trône de France. La couronne échapperait donc au fils d'Isabeau, le dauphin Charles. C'est un véritable cataclysme géopolitique. Et à l'issue de ce traité, Henri V d'Angleterre épouse Catherine de Valois, la fille d'Isabeau. 5 ans après la victoire d'Azincourt, 3 ans après la reconquête de la Normandie, les Anglais, alliés aux Bourguignons, sont donc à leur apogée. Pourtant, il convient de préciser que la réception du traité de Troyes est très mitigée en Angleterre. Le Parlement de Londres met d'ailleurs 1 an avant de l'enregistrer. Certains seigneurs anglais voient d'un mauvais œil l'installation future de leur souverain en France. Et ils craignent qu'au final, ce soit la France qui gouverne l'Angleterre. D'autres barons anglais, cupides, considèrent la paix comme un élément négatif, car pour tout chevalier avide d'argent, la guerre a un avantage, elle présente des opportunités de butin et d'enrichissement personnel. On l'imagine, du côté des Armagnacs, la mise à l'écart du dauphin Charles est ressentie comme une humiliation et une trahison. Une bataille juridique va donc s'engager. Charles VI, mentalement diminué,
peut-il disposer de sa couronne comme il l'entend? En fait, beaucoup de ces vassaux français hésitent. Doivent-ils reconnaître Henri V d'Angleterre comme le nouvel héritier de la couronne de France? Les soutiens du dauphin Charles prétendent pour leur part que la couronne est un droit inaliénable et donc qu'elle lui revient. On le voit, la situation est critique. Une couronne et deux prétendants, chacun sûr de leur bon droit. Mais les choses se compliquent encore. En août 1422, 2 ans après le traité de Troyes, Henri V d'Angleterre décède contre toute attente, victime de la dysenterie. Et 2 mois plus tard, en octobre, c'est au tour de Charles VI, le roi de France, de mourir. Alors, lorsqu'il meurt, le roi anglais a un héritier, Henri VI, un bébé de 9 mois, dont Isabeau est la grand-mère. Et de fait, Henri VI est proclamé roi d'Angleterre et théoriquement, en vertu du traité de Troyes, il est aussi roi de France. Alors, le fils d'Isabeau, le dauphin Charles, toujours réfugié à Bourges, est dans l'obligation d'agir vite. Il s'autoproclame roi de France en exil et prend alors le nom de Charles VII. Désormais, la France aurait 2 souverains. Mais aucun d'entre eux n'a encore été véritablement sacré roi de France. La situation reste donc très confuse. Pour bloquer la route de la couronne à Charles VII, un traité défensif contre les Armagnacs est signé à Amiens en avril 1423. Il entérine une triple alliance. Jean de Lancastre, duc de Bedford et régent du royaume d'Angleterre, s'allie au duché de Bourgogne et de Bretagne. Et pour renforcer l'alliance, Lancastre épouse à Troyes Anne de Bourgogne, la sœur du duc Philippe. Pour sa part, Isabeau de Bavière reconnaît ce traité bien sûr qui profite à son petit-fils Henri VI d'Angleterre. Mais c'est sans compter sur une héroïne française bien connue, Jeanne d'Arc. Guidée par des voix, elle n'aura de cesse de combattre les Anglais. En juillet 1429, au grand désarroi d'Isabeau, Jeanne parvient à faire sacrer Charles VII, roi de France, à la cathédrale de Reims. Toujours en exil, il installe sa cour à Poitiers, à environ 400 km au sud de la capitale. Le sacre de Charles VII ne marque pourtant pas la fin de l'histoire, car ce sacre ne peut évidemment pas rester sans réponse de la part des Anglais. En avril 1430, ces derniers traversent de nouveau la Manche. Ils débarquent à Calais avec 10 000 hommes. Ils sont accompagnés du roi d'Angleterre, Henri VI, qui a alors 10 ans. Et en mai, lors du siège de Compiègne, ils capturent Jeanne d'Arc. 1 an plus tard, elle meurt en martyre sur le bûcher à Rouen, à l'âge de 19 ans.
Charles VII, ingrat, n'aura rien fait pour tenter de la sauver. Alors, pour sa part, la reine Isabeau accueille à Paris son petit-fils Henri VI en décembre. Il est alors sacré roi de France à la cathédrale Notre-Dame de Paris. La France, déchirée, se trouve donc avec deux rois couronnés. Charles VII de France, qui a 29 ans, et son neveu, Henri VI d'Angleterre, qui a 10 ans. En 1433, des dissensions apparaissent entre Philippe de Bourgogne et son beau-frère et allié, Jean de Lancastre, duc de Bedford. En effet, Anne de Bourgogne, l'épouse de Jean de Lancastre, décède subitement à l'âge de 29 ans. C'est grave, car cette union cimentait l'alliance entre Jean, régent du royaume d'Angleterre, et la Bourgogne. Isabeau de Bavière est très inquiète, d'autant que Jean de Lancastre souhaite se remarier rapidement avec Jacquette, 17 ans, la fille du comte de Luxembourg. Cette perspective irrite grandement Philippe de Bourgogne. Charles VII va donc essayer de tirer avantage des dissensions parmi ses ennemis et il joue du ressentiment de Philippe de Bourgogne envers Jean de Lancastre. Car Charles VII sait très bien que sans un changement d'alliance, il ne pourra véritablement s'asseoir sur le trône de France. Son autorité serait toujours contestée. Charles et Philippe entament donc des négociations. Et après de longues tractations, le duc de Bourgogne accepte de se rallier aux Français moyennant des concessions territoriales. On signe alors ce que l'on nomme la paix d'Arras. Philippe de Bourgogne rompt son alliance avec l'Angleterre. Il ne soutiendra donc plus le petit-fils d'Isabeau, Henri VI. Et il reconnaît Charles VII comme seul et unique roi de France. Il met ainsi fin à 27 ans de guerre civile franco-française entre Armagnac et Bourguignons. Pour Isabeau de Bavière, désormais très isolée, c'est un terrible revers. Alors l'histoire, on le sait, n'aime pas les perdants. C'est donc dans l'indifférence que la reine Isabeau de Bavière meurt en 1435 à Paris, toujours sous domination anglaise. Alors selon la tradition, c'est en dehors de la capitale, à la basilique Saint-Denis, nécropole des rois francs et français, qu'elle va reposer. Cependant, quelques jours avant la mort d'Isabeau, les troupes de son fils Charles VII ont repris aux Anglais le contrôle de la basilique. Charles n'accorde à la dépouille de sa mère ni carrosse, ni cortège funéraire. Au mépris des coutumes, on transporte le corps d'Isabeau de nuit sur une barque le long de la Seine. Selon le chroniqueur médiéval Jean Chartier, c'est dans l'anonymat absolu, à l'âge de 65 ans, qu'elle rejoint la basilique Saint-Denis, sa dernière demeure.
Alors, que dire pour conclure? Au tribunal de l'histoire, la reine Isabeau est jugée coupable. Coupable d'avoir trompé son mari Charles VI avec son beau-frère, le prince Louis d'Orléans. Une rumeur toutefois infondée. Coupable de ne pas avoir défendu les intérêts de son propre fils, le dauphin Charles, qui sera d'ailleurs un roi sans carrure. Coupable d'avoir fait alliance avec la Bourgogne et les Anglais, au point de leur offrir le trône de France. Coupable d'avoir offert à son petit-fils Henri la couronne. Bref, coupable de n'avoir aucun sens politique dans un royaume en proie à la guerre civile. Isabeau de Bavière est souvent décrite comme une femme manipulée par les Bourguignons. Une étrangère, dit-on, une bavaroise, une traîtresse qui n'aime pas la France. Mais mérite-t-elle vraiment d'être ainsi accablée? En fait, Isabeau est un peu la Marie-Antoinette du Moyen Âge, caricature de la femme infidèle, étrangère, dépensière. Alors qu'en fait, elle est le jouet de luttes incessantes que se livrent deux royaumes cousins, français et anglais. Isolée, calomniée, sans soutien réel, elle a dû survivre seule dans un royaume hostile, parmi des seigneurs assoiffés de pouvoir. Survivre, c'est déjà là à bien grand mérite. Mais ne cherchez pas Isabeau de Bavière dans les catalogues des femmes illustres de France. Pas de piédestal pour elle. Au contraire, Isabeau reste une passagère clandestine que l'on cache parmi les mal-aimés de l'histoire de France. On peut espérer qu'un jour, un regard un peu plus lucide, moins partisan, lui rendra justice. Merci, je vous remercie de votre attention, and I'm going to ask Trish maybe to open the microphone.